Alors, on y va. Alors j'hésitais sur la façon et la tonalité à donner à cette table ronde et sous-titrée « Le bon et les méchants ». Puisque Nicolas Revel, valeureux et courageux directeur d'une assurance maladie attaqué de toutes parts, a accepté de répondre à la critique inévitable des autres participants. Alors vous faire sourire, ce ne serait pas correct, tant le sujet est en fait au final tragique, avec deux gros mots qui viennent à l'esprit pour la tendance que prend notre système de santé, qui se veut le modèle que le monde entier est censé nous envier, et c'est perte de chance et médecine à deux vitesses. On le craignait, j'ai bien peur que nous y soyons. Mais je ne suis pas juge, juste là pour favoriser le débat entre nos trois invités. Nicolas Revel, qui représente l'administration dans toute sa splendeur courtilinesque dont il a hérité, dans un univers qui a changé tous les repères traditionnels. Tout le monde loue son intelligence, son esprit de concertation, sa bonne volonté, j'ajouterai son habileté, vous allez le voir. Mais est-ce que ça sera suffisant face aux deux représentants des industries de santé ? J'avais voulu dire hypercapitalisme, et puis M. Belinguer m'a dit c'est pas ça qu'il faut dire. Donc j'ai dit industrie de santé et non des moindres. Je reviendrai sur ce point. Madame Catherine Estrampe, c'était directrice de General Electric Healthcare en Europe. General Electric, 7e entreprise mondiale. Alors on va voir si elle regarde la France comme un village gaulois en train de se singulariser dans une Europe qui essaie d'unifier ses règles. Jean-Luc Belinguer est là pour représenter les industries de santé, ce fameux CSIS, le Conseil stratégique des industries de santé, dont le 8e du nom, il y a un peu plus d'un an, avait vu notre Premier ministre bras dessus, bras dessous avec les puissants patrons de cette industrie. Rassuré par des perspectives optimistes, il nous dira ce qu'il en est aujourd'hui. Alors on se demande bien ce que fait notre Astérix de service, Jean-Noël Albertini, brillant professeur des universités, chirurgien cardiovasculaire de réputation internationale, ça c'est une tradition française. S'il n'était un chercheur de génie, comme c'est aussi la tradition française, est probablement une des solutions aux problèmes d'une France dont on se dit qu'elle doit se réindustrialiser. Alors vous pourrez répondre sur cette présentation dans un instant, mais avant on va regarder la diapo de Cham 2019 qui est issue du sondage Cham Ipsos sur 5 pays européens. Alors on a demandé quelles étaient les innovations santé les plus importantes pour les 10 ans à venir. Regardez les résultats. Médicaments 67%, matériel 63%, DMP 57%, rendez-vous en ligne 43%, objets connectés 18%, hommes augmentés 17%. J'étais le premier surpris, pour être franc. Nicolas Revel, vous êtes l'homme du DMP, je suppose que vous êtes très satisfait. Si je vous disais que j'avais été moi-même surpris, je desservirais ma cause, mais c'est vrai que je ne m'y attendais pas, et pour autant je pense que c'est profondément, je pense, juste de considérer que l'information en santé, le partage de l'information en santé, la capacité donnée au patient à être lui-même un acteur de cette information en santé, c'est clairement un levier d'amélioration de la qualité des soins et de la capacité donc, du système à mieux soigner. Donc, quelque part, les patients, les sondés l'ont compris. Oui, je trouve que pour une idée évidente, ça met un peu de temps à se mettre en place. C'est clair que ça a mis du temps à se mettre en place. Maintenant, quand on regarde par rapport aux pays autour de nous, on n'est pas spécialement en retard, parce qu'il n'y a pas des DMP déployés, à part en Chine, on l'a compris hier, mais avec d'autres méthodes, il n'y en a pas tellement déployés de manière large et générale dans des pays autour de nous. Et en France, puisqu'on a repris le sujet... C'est un bout de temps quand même que c'est dans les tuyaux. Je ne voudrais pas vous rappeler. Mais... 2004, ouais. Je pense que c'est peut-être parti trop tôt. Ouais. Il se trouve qu'il y a eu ensuite un choix de gouvernance. On nous l'a redonné en 2016, l'assurance maladie, parce que je pense qu'avant, il y avait de la méfiance sur le fait que ce soit l'assurance maladie qui le porte, ce DMP, il faut dire les choses. Bon, puis après, le temps a fait son œuvre. On l'a repris, on a retravaillé. On n'a pas tout fini, loin s'en faut, mais on l'a relancé il y a à peu près un an. Et en un an, on a convaincu 7 millions d'assurés, de Français, d'ouvrir un DMP. On en ouvre à peu près 80 à 100 000 chaque semaine. Et au-delà de créer des DMP, ce qui compte, c'est de l'alimenter en data. Et on voit une dynamique qui, notamment venant des établissements sanitaires, des EHPAD, et puis je pense que ça va se déployer, est là. Rappelez-vous que la loi santé qui vient d'être votée à l'été prévoit qu'en 2021,
En gros, toute la population aura un DMP, on pourra s'y opposer et on aura franchi ce cap-là. Et le cap qui est très important, parce que chacun sait les limites aujourd'hui du DMP, c'est qu'on arrive à un DMP qui intègre de la donnée structurée, parce que si le DMP a de la donnée structurée, il pourra être ensuite une brique de base permettant d'alimenter toutes sortes de services et d'outils numériques et d'innovation qui sont là et qui vont s'accélérer. Merci. J'ai remarqué que vous compariez avec les autres pays étrangers, donc quand tout à l'heure on aura d'autres comparaisons, il faudra les retenir. Jean-Luc Bélingard, les gens continuent à croire aux médicaments, c'est une bonne nouvelle parce qu'on ne peut pas dire qu'on les encourage à en faire une vraie solution d'avenir. Alors, je suis très surpris par plusieurs choses qui se sont d'ores et déjà déroulées dans le cadre de cette discussion. D'abord, la slide. Hein. Je vais être un peu brutal avec elle, mais elle me paraît être étrangement démodée. Parce que ce distinguo médicaments, dispositifs, etc., n'est pas la médecine du futur. La médecine du futur, c'est une approche intégrée de soins. Oui, d'accord, mais enfin, dans les 10 ans qui viennent, le médicament va quand même rester. Voilà. Non, il ne donnera sa pleine mesure que dans le cadre d'une approche intégrée de soins. Et comme on parle de gouvernance, il faudra parler de gouvernance à propos de l'approche intégrée de soins, pas à propos seulement et uniquement du médicament. Et si qui que ce soit dans cet édifice d'approche intégrée de soins souffre d'une gouvernance déficitaire, alors là, c'est l'ensemble de l'édifice de soins qui s'effondre. Donc, projetons-nous dans l'avenir. Je compte sur vous pour, si mes propos sont aussi ringards que la diapositive, me corriger. Avec le matériel, un score très élevé, General Electric se frotte les mains, l'avenir est rose. En fait, je suis d'accord avec mon voisin ici. Là, non, attendez. C'est une tentative de prise de pouvoir. Pas du tout. La partie rose de la réponse à votre question, c'est qu'en fait, moi, je suis personnellement assez heureuse donc, de voir que les dispositifs non médicaux sont en fait presque à égalité dans ce sondage. Mais je pense que quand on réfléchit vraiment à la question, c'est le contexte dans lequel on évolue. C'est un contexte où nos clients et où les acteurs de santé ont d'énormes pressions. Donc, pression sur les coûts, pression donc, sur les remboursements, augmentation donc, de l'accès de la demande d'accès aux soins. Et donc tout ça, ça force une focalisation sur la création de capacités, d'efficacité, de médecine intégrée qui va prendre les données in vitro, in vivo. Et je pense que c'est là que l'innovation va se faire dans les 5 ans à 10 ans qui viennent. Et c'est cette innovation autour de l'exploitation des volumes de santé, comme vous le disiez aussi, y compris à partir du dossier médical personnalisé. Bon, les objets connectés qui apparaissent significativement, c'est une belle part à l'inventivité individuelle dont vous êtes un exemple. Et vous, de toute façon, le patience, vous, c'est votre credo. Oui, tout à fait. Alors, tout ce qui est objets connectés et numérique, je crois que c'est en train de se développer. Tout le monde voit ça. Vous parliez un petit peu plus fort. Pardon, excusez-moi. Oui, tout le côté développement des objets connectés et santé numérique, c'est quelque chose, à notre avis, qui va impacter de façon très importante la prise en charge des patients demain. Alors, tout le monde est content, y compris Guy Valencien. Vous avez vu que le score de l'homme augmenté est bon. Et il comprend pourquoi son livre « Homo artificialis, plaidoyer pour un humanisme numérique » est devenu un best-seller que je vous conseille. Alors, j'avais prévu de finir ça en disant DMP, prise de rendez-vous, c'est l'arrivée du patient au centre du jeu. Je pense que tout le monde est d'accord. Eh bien, écoutez, on va rentrer dans le débat. Et on commence avec vous, Catherine Estrampe. Lorsqu'on est un des leaders mondiaux de la fourniture des équipements, production de transport, de distribution d'énergie, de réacteurs d'avions et locomotives, quelle est la place du matériel médical dans cette planète? Critique. GE Healthcare représente 25% du revenu de GE mondial. Et avec GE Aviation, on est les 2 plus importants business aujourd'hui dans notre entreprise. Et c'est une industrie qui est en croissance partout dans le monde, pour toutes les raisons dont on a déjà parlé ce matin. Donc c'est une industrie critique. Mais quand même, la place de la France dans ce marché-là, c'est de l'ordre de la virgule. Et c'est suffisant que vous vous battiez dans votre propre entreprise si vous dites que la France est le mauvais élève de l'innovation en Europe. Alors, c'est la France pour GE Healthcare. D'abord, un petit peu d'historique, n'est-ce pas? Très court. Très court. GE Healthcare, on a nos racines en France. On a racheté Thomson CGR en 1987. On a aujourd'hui, le marché français, c'est 25% de nos revenus en Europe.
On a 3000 ingénieurs, 3000 employés donc, sur le site donc, de Buc, près de Versailles, qui est notre site européen. 600 ingénieurs donc, de développement. 100 millions de dollars par an qui sont alloués à ce site de Buc, près de Versailles, en recherche et développement. Et on exporte 90% de la production vers tous les pays étrangers. Donnez pas trop de chiffres, Nicolas Revel prend des notes. C'est vrai Donc c'est Vous alliez me raconter que extrêmement Thomas critique. Edison était né à la Garenne-Colombe, mais ça, Peut-être. on y a échappé. Vous n'êtes pas quand même découragé de croiser le fer avec l'administration française. Vous êtes française. Américaine. Oui, mais vous êtes Française on aussi. comprend que vous êtes française aussi. Vous n'êtes pas découragé de croiser le fer avec l'administration? Alors, il y a deux réponses à ça, extrêmement honnêtes. La première réponse, c'est que pour nous, la France est un marché extrêmement critique. Donc, c'est le deuxième marché européen. Il représente 25% donc de nos revenus. Et il y a un excellent système de santé. J'ai pu comparer par rapport à d'autres pays européens et par rapport aux États-Unis. Il y a des équipes donc d'excellence et on fait d'énormes progrès avec les acteurs de santé français. En tant que terre d'innovation, c'est aussi donc une terre extrêmement importante pour nous. Et il y a deux aspects en fait. Donc, il y a l'aspect de ce qui marche aujourd'hui et l'aspect de ce qu'on peut améliorer, si vous me donnez un petit peu de temps là-dessus. Ce qui marche aujourd'hui, c'est par exemple, c'est les crédits d'impôt recherche dont on bénéficie et d'autres supports financiers par d'autres agences gouvernementales françaises qui encouragent l'innovation par General Electric en France. Et il y a des sujets très concrets. Si vous pensez à oncologie, par exemple, ou cancérologie, on a développé un produit qui s'appelle Pristina en 2017, qui est un système de mammographie qu'on a développé avec l'IGR et des PME françaises. Et le consortium a bénéficié de 14 millions d'euros d'investissement par les différentes agences françaises et pour un produit qui s'exporte à 90% à l'étranger, n'est-ce pas? Et en ce moment, plus récemment, on est en train donc de travailler sur un projet d'investissement massif en artificial intelligence, IA, avec plusieurs agences gouvernementales. Donc ça, c'est le côté Alors là, vous faites positif. passer une matinée très paisible à Nicolas Revel. On va passer. Non, mais j'ai pas fini. On va, Non, mais oui, j'ai on pas va fini. mais parce que je voudrais sinon le public va nous quitter. Si on est là pour faire de l'autosatisfaction. Nicolas, vous pouvez intervenir à tout moment. J'ai pas prévu de vous interviewer, mais à tout moment. Vous Non, mais je pouvez... pensais qu'on passait maintenant. Une fois que l'essentiel a été dit, on peut. Ah bah ça y est, on arrive au sujet qui fâche. Moi, je veux dire ce qui marche pas Ah maintenant. bah bien sûr, mais elle est forte, hein, elle a fait du teasing maintenant. Alors vous avez des déceptions, vous avez des l'IRM par exemple, ça avance pas. Alors, je pense que ça fait partie des dossiers simplification, flexibilité et agilité. C'est vrai que, par exemple, si on veut développer une séquence d'IRM en France, on a une expérience, c'est 18 mois de négociations entre On dira les pas où, différentes mais agences. c'est 18 mois. C'est 18 mois entre les différentes agences gouvernementales ou locales. Dans d'autres pays, en Europe, c'est 6 à 8 mois. Et donc ça, il faut vraiment en fait qu'on l'améliore. On laisse répondre un petit peu Bien sûr. notre directeur. Alors, sur de l'équipement, c'est concret parce que... Non, mais je vais pas vous dire que la France n'a pas, sur certains délais de procédure, à faire des efforts et à se ramener dans des standards européens que d'autres pays ont réussi à atteindre. Ce serait fou de ma part. Voilà. Après, il faut regarder sujet par sujet. Moi, il y a des sujets juridiques qui relèvent de multiples agences. Et donc, il y a peut-être, encore une fois, je ne sais pas si c'est sur le paysage général des agences et de qui fait quoi, mais sur les moyens dont chacune des agences est dotée pour pouvoir gérer des procédures dans des temps rapides que, incontestablement, il faut faire des progrès. Et la coordination entre les agences. Absolument. Bon. Après, souvent, donc ça, une fois que je l'ai dit, après, le deuxième élément, mais je ne veux pas être long parce qu'il faut, voilà, c'est que c'est normal qu'à un moment donné aussi, il y ait un temps d'instruction, d'évaluation des produits, parce que l'innovation... font pas bien leur boulot. Non, une fois que je pense qu'on a vocation à revenir dans des standards de délai plus conformes à ce qu'on voit autour de nous. Mais il y a aussi, on y viendra, parce que c'est aussi des sujets qui peuvent tenir à la négociation des prix, et je pense que ce sujet va venir. Ça renvoie aussi à des questions de est-ce qu'on a des innovations ou des objets, des techniques, des produits de santé qui se disent innovants,
qui arrive avec les études cliniques qui vont bien, avec une capacité dès lors à pouvoir évaluer de manière probante la réalité de l'innovation qu'elles promettent. Et ensuite, évidemment, il y a parfois un temps de négociation qui est peut-être plus ou moins long selon la nature de la demande financière qui nous est adressée. Catherine, vous comparez avec d'autres pays européens, donc qu'est-ce qui bloque plus en France? Vous dites trop d'agences, trop de perte de temps, mais c'est un peu... J'avais une question en fait pour vous, si je puis me permettre. On a parlé hier de l'utilisation de l'article 51 pour de l'innovation organisationnelle. Est-ce qu'il y a un scénario dans lequel on pourrait dire que l'article 51 pourrait être utilisé pour en fait l'évaluation de nouvelles tarifications, forfaits parcours, etc., dans l'étude de la pertinence de l'introduction de nouvelles technologies, de façon à ce qu'on ait la bonne technologie sur le bon patient, au bon moment, au bon endroit, et dans un domaine, dans un but d'efficacité médicale et dans un but d'efficacité économique. Est-ce que ça, c'est possible? Vous avez à peu près résumé ce que veut être l'article 51. Et c'est vrai que nous, l'article 51, il faut qu'on le positionne par rapport à deux autres objets, qui est le forfait innovation de l'HAS, et qui permet à une entreprise qui n'a pas encore fait d'études cliniques de pouvoir bénéficier d'un financement et d'un prix pour pouvoir développer son produit et faire l'étude clinique. On a depuis 2 ans, dans la loi de financement de la sécurité sociale, élargi le dispositif des ATU aux dispositifs médicaux. Et là, on a une étude clinique mais qui est sommaire et on peut du coup aller très vite sur un prix négocié. Bon. Mais là, on est vraiment sur le produit, sur le dispositif. Et l'article 51, lui, il ne doit venir précisément que lorsque la technique, le dispositif ou le produit s'insère, et c'est ce que vous disiez au début, dans un processus de soins. Et il est vraiment fait pour ça. Et on a d'ailleurs déjà accepté, au titre de l'article 51, 3 projets qui correspondent exactement à cette idée. Parfait. Jean-Luc Belinguer, vous vouliez intervenir? Oui, je voudrais intervenir. Tout ça est bel et bon. Il n'est pas question de dire que rien n'est fait. Mais je crois qu'il faut replacer une conversation de ce type dans son contexte et dans les enjeux attachés à ce contexte. C'est-à-dire que cette durée, et vous en concédez le fait qu'elle est parfois supérieure et en tout cas décalée par rapport aux standards européens. Quelle est sa contribution en termes de valeur ajoutée pour la santé publique française? Pourquoi on fait de la meilleure santé en France alors que la durée est plus longue? Ça explique peut-être cela. Je n'ai pas l'impression qu'on traite moins bien les patients allemands qui sont à la moitié du temps que les patients français. Donc la question. Non, mais je soulève un point qui est fort, qui est qu'il faut apprécier la notion de durée dans son contexte de valeur ajoutée de santé publique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on parle comme dans une espèce de paradigme isolé, mais on est dans un environnement de compétition. Est-ce que la France n'est pas en train de perdre son rang de grand pays de santé publique parce que autour de nous, les choses vont vite? Et si vous voulez, le gros reproche qu'on peut faire, à l'analyse que nous faisons toujours, c'est d'apprécier les choses dans notre contexte propre. Le contexte est celui d'une compétition internationale très vigoureuse qui nous fait perdre notre rang et parfois remettre en question la présence de la France en tant que grand acteur de santé publique. Votre réponse, Nicolas Revel? Autant sur les dispositifs, je reconnais qu'on a un écart par rapport je dirais, au délai observé ailleurs, autant sur les produits de santé, les médicaments. Alors on va y venir, ce d'autant qu'on a un dispositif en France, d'ailleurs sur lequel je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est très bon, c'est le dispositif des ATU, et qui permet des entrées sur le marché en avance de phase, en anticipation d'un avis de la Commission de la transparence, avec un prix libre. Et c'est un dispositif relativement puissant, puisqu'on a régulièrement, et ça continue encore, parce qu'on a de plus en plus, des demandes d'ATU, qu'on va même maintenant élargir à des extensions d'indications. Donc, autant sur les dispositifs, moi je suis transparent, je considère qu'on a un véritable effort à faire. Les délais du CEPS sont extrêmement longs, ça tenait aussi un problème de moyens, on est en train de les réduire. Autant sur les médicaments, moi je pense qu'il faut amener un peu de nuance sur le sujet, parce que, pardon, je le redis, mais quand on est, parce que cette phase-là est souvent critiquée
On y Quand vient. on est à la fin sur des délais longs, c'est quand même une co-responsabilité, parce qu'une négociation, elle se mène à deux. D'accord, mais on va venir sur les médicaments dans un instant. On termine avec vous, Catherine. Est-ce que vous avez des négociations groupées au niveau européen? C'est-à-dire, chaque pays a ses règles ou vous arrivez à faire... Chaque pays a ses règles. Chaque pays a ses règles. Mais si je puis ajouter quelque chose, très vite, Oui. par rapport à ce qu'on disait avant, c'est que, et ce que vous disiez, c'est que je pense qu'il y a une opportunité énorme d'innovation organisationnelle. Et on en parlait hier. Déserts médicaux, problèmes dans des urgences. Et j'ai une expérience mondiale là-dessus, qui est qu'il y a une richesse d'analyse de données opérationnelles dans les hôpitaux en France qui est énorme. On a développé en fait un programme qu'on appelle Command Center. Ouais. Si vous pensez à un aéroport, c'est une tour de contrôle en fait, qui gère en temps réel toutes les données opérationnelles donc, d'un hôpital pour améliorer donc, les flux patients, etc. Et j'ai un exemple aux États-Unis sur les 8, très court. Johns Hopkins, énorme problème d'accès et de management donc, des urgences. Un hôpital, pour ceux qui le sauraient C'est pas. un hôpital académique qui travaille en réseau. On a travaillé avec eux depuis 4 ans maintenant. C'est un des 8 centres. Après 4 ans, ils ont diminué leur temps d'attente aux urgences d'à peu près 25%. Ils ont augmenté leur capacité de lit de 25% sans ajouter de lit. Et par rapport aux déserts médicaux hier, ils ont augmenté l'acceptation de patients qui arrivaient d'États autour de 65%. Ce qui veut dire qu'en fait, moi j'aimerais bien qu'en France, on commence à réfléchir à ça aussi. Merci. Alors on va passer sur le médicament, plus facile, je dirais plutôt promesse douchée. On va rester dans la comparaison continentale. Moi je peux témoigner que dans certains domaines, la France est le risée de l'Europe en matière de médicaments, les antidiabétiques et certains anticancéreux. Les médecins dans ces disciplines n'hésitent plus à parler de perte de chance. Vous avez une explication, Jean-Luc Bélingard? Non, je fais seulement un constat et j'entends ce que dit M. Revel, il n'y a aucun problème là-dessus, mais ce que l'on a ici, notamment dans l'exemple des ATU, c'est une déclaration d'intention, c'est-à-dire que oui, il y a un mécanisme qui, dans sa conception, peut permettre un accès précoce. Ce qui compte, et c'est la traduction d'un mot anglais, c'est l'effectivité des choses, la réalité concrète des choses. Aujourd'hui, vous avez une proportion considérable des entreprises du médicament qui ne vont pas vers l'ATU parce que c'est beaucoup trop compliqué et une perte de temps. Et en plus, un désavantage économique. Donc, le problème de notre pays, ça n'est pas la conceptualisation d'outils, c'est la mise en œuvre opérationnelle d'outils qui portent la valeur ajoutée dont ils doivent être porteurs. On va y venir en détail. Donc vous êtes président du CSIS. Exact. Alors, j'ai découvert avec stupéfaction que le CSIS et le PLFSS, ça ne fonctionnait pas ensemble. Parce que théoriquement, on pourrait penser que le CSIS, c'est la partition et que le PLFSS, c'est l'exécution. C'est ce que disait le président Dulem, qui trouve de belles expressions. Vous me confirmez qu'il n'y a pas vraiment de passerelle entre les deux? J'avoue être un peu saisi par votre définition des choses. Ça ne vient pas de moi, hein, mais on réglera ça après en coulisses. Le CSIS, Conseil stratégique des industries de santé, est un outil qui, alors peut-être une toute petite parenthèse, qui assied la légitimité de nos entreprises comme acteurs de santé publique. On oublie trop souvent que les industriels des dispositifs comme du médicament sont des acteurs de santé publique. On nous traite un peu comme des fournisseurs, on est des acteurs de santé publique. Attendez, là, il faut que Nicolas... Si, on est évalués comme des fournisseurs. C'est peut-être pas son sentiment, il a le droit de répondre. C'est pas répondre. son sentiment, mais la réalité des faits est là. Mais je veux... Vous avez vu la capacité à vous de faire répondre? On écoute le directeur. Donc, non, alors, mais juste... Oui, mais il faut que je vous réponde sur le CSIS. Oui, d'accord, allez-y. Alors, donc, le CSIS, c'est la reconnaissance de la légitimité des industries de santé en tant qu'acteurs de santé publique. Le CSIS a un objectif, et c'est pour ça que je voudrais qu'on vienne à cette notion de gouvernance, parce que c'est le centre de notre préoccupation d'aujourd'hui. Le CSIS a un objectif, c'est de travailler sur la gouvernance des industries de santé pour la rendre comme une structure d'accueil favorable à ces mêmes industries sur le territoire national. Donc le CSIS s'est fixé un objectif, et moi, à la limite, je suis presque ravi que ce ne soit pas mélangé avec le PLFSS, parce qu'on rajoute de la complexité et on perd son objectif. L'objectif du CSIS, c'est de travailler sur la réglementation pour en faire en sorte qu'elle cesse d'être un poids qui ralentit l'effectivité de la progression de la qualité des soins. Juillet 2018, je cite, sortie du CSIS, le Premier ministre dit ce CSIS était innovante sur la méthode, mais aussi sur les instances de pilotage. En 2019, vous dites les mêmes choses?
Absolument, oui, ça je peux vous en parler, je l'ai Oui, vécu non, toute maintenant, on va l'année. le voir en détail. Oui, mais enfin, je ne voudrais pas vous faire de peine, mais on va reprendre les promesses. Faites-moi de la peine. ça va. Premièrement, garantie d'un accès rapide à l'innovation en essayant de se rapprocher du délai de 180 jours maximum de la directive européenne. On en est où? Alors, Donnez-moi je- les chiffres, je- parce que là, vous n'êtes pas du non, tout d'accord non, tous les deux. bah, je vais vous donner en amont de l'accès au marché, tout n'est pas parfait et c'est un travail de longue haleine, mais en amont de l'accès au marché figure notamment tout le sujet des études cliniques, parce qu'il n'y a pas d'accès au marché sans études cliniques. Hein. Et les procédures issues du CSIS ou le travail issu du CSIS qui a conduit à la réorganisation de la NSM et l'augmentation des ressources de la HAS a été productif en termes de délai sur l'approbation d'études cliniques. On est encore en retard à cause des fameux Non, mais CPP. Attendez, moi, vous m'avez Oui. dit France au 18e rang avec 530 jours en moyenne. Non, ça c'est l'accès au marché. On Ouais. parle des études cliniques ici. D'accord, mais bon, au total. Sans études cliniques, pas d'accès au marché. D'accord. On est d'accord. Donc il y a ce premier pas qu'il faut parcourir. Hein, et le CSIS a contribué à faire en sorte que, à travers la réforme de la NSM, qui l'a recommandée, et la réforme de l'augmentation des ressources de la HAS, l'approbation des études cliniques ont bénéficié d'une accélération. Donc en amont de l'accès au Donnez-moi marché. des chiffres. Moi, je vous donne un chiffre. Je de vous les donne, 180 je vous les jours. donne. La Je vous HAS donne est un passée chiffre de à 45 jours alors qu'avant elle était à plus de 80. Non, mais sur on le- perd notre sur temps le- là. Vous êtes sorti en disant 180 jours. Ce 180 jours, jours, c'est l'accès au je suis marché d'accord, mais en le Europe. résultat, c'est quoi aujourd'hui? Ah bah aujourd'hui, on est très largement au-dessus. D'accord. Alors, on va répondre y sur deux travaille. choses. D'abord sur le fait que vous le preniez pas pour Mais je vous le confirme. Voilà. pour un Mais je fournisseur, non. Non, mais je veux dire, lorsque des entreprises amènent de l'innovation thérapeutique, ce sont évidemment des acteurs de santé publique. D'accord. Et les chiffres? Alors, vous me dites, quand je vous ai préparé l'émission, vous avez dit non, ces chiffres sont faux. Non, ça dépend. Si on prend effectivement la phase études cliniques, forcément ça s'ajoute. Mais l'étude clinique, c'est comme un prérequis pour entrer sur le C'est ce marché. que je viens de dire. oui. Oui, C'est génial. une fois qu'on a une étude clinique probante qu'on peut aussi considérer que le compteur démarre. Bon. Et moi, je regardais le nombre de jours entre le moment où ça arrive en commission de la transparence à l'HAS, ça sort de la commission de transparence, ça arrive au CEPS, négociation, formalisation de la convention, publication au journal officiel, on est à 207 jours. Voilà. Et la part de négociation, donc effectivement la chaise, c'est 50 jours. Bon. Et la phase, et la part, le délai entre le moment où ça arrive, instruction du dossier, négociation, 70 jours pour le CEPS, en moyenne. En moyenne. Bon, voilà, ça fait en gros un processus Attendez. qui se boucle Oui, en oui. 7 mois. J'entends Alors les c'est une murmures. moyenne, bien sûr, c'est une moyenne, et tout le monde a en tête des dossiers qui durent beaucoup plus longtemps, Faut voir qu'ils n'aboutissent jamais. voire qui n'aboutissent jamais. Mais après, il faut rentrer un petit peu dans le dur. Pourquoi est-ce qu'on a D'accord. des dossiers longs et compliqués? On a par exemple, vous parliez des ATU, pourquoi est-ce qu'il y a une petite musique négative sur les ATU depuis quelque temps? Parce que le LEM, quand moi j'ai pris mes fonctions à la CNAM, ne jurait que des ATU. Donc ce n'était pas une idée en l'air qu'on avait eu du mal à traduire. Le LEM disait, il y a un truc formidable qu'a la France par rapport aux pays en Europe, vrai. c'est les ATU. Qu'est-ce qui fait que maintenant, on nous en parle de manière un peu plus négative? C'est parce qu'on a modifié la règle de négociation des prix en sortie d'ATU, qui fait que là où jusqu'à présent, quand on négociait un prix en sortie d'APU, la rétroactivité n'était que sur le prix facial, on a imposé depuis 2 ans que ce soit sur le prix net, remise incluse. Du coup, forcément, la perception est un peu différente. Et, oui, enfin, c'est pas non plus totalement illégitime quand par ailleurs les entreprises conduisent avec nous des entreprises où tout se joue sur les remises et sur le prix net, et on nous demande de laisser partir le prix facial à des hauteurs qui vous intéressent en termes de réputation ou d'exportation sur l'ensemble du marché. Donc, pardon d'être un peu, mais on est sur, en effet, une moyenne qui est celle que je vous dis. Le CEPS va l'actualiser dans son rapport 2018 prochainement. Ce sont les délais moyens. Et quand on regarde les délais les plus longs, je l'ai dit, on est quand même souvent avec des demandes de prix qui nous paraissent, je le dis très tranquillement, hein, très élevées et trop élevées, y compris par rapport à ce qu'est l'évaluation par la HAS de la réalité de l'innovation. Vous savez, en sortie d'ATU, Le médicament en France, sortie d'ATU, on a 25% de produits dont l'étude clinique définitive aboutit à ce que le service médical rendu soit nul, soit faible, soit modéré. Voilà, donc déjà. Et après, on a effectivement des demandes de prix qui, objectivement, nous paraissent très élevées. Vous savez, on a fait une étude sur 20 ans, 20 années de produits anticancéreux arrivés sur le marché. 20 années de produits anticancéreux. Et on a montré que le prix par année de vie gagnée est passé en 20 ans de 15 000 € à 175 000 €.
par année de vie gagnée. C'est ça la réalité de l'innovation. Donc, on est amené, parce que par ailleurs, on gère des systèmes de solidarité, qui sont quand même très utiles pour permettre tout ça, à négocier, en effet, parfois un petit peu durement les choses. Deux choses. D'abord, quand on entend une rumeur, quand on fait un débat en public et qu'on entend une rumeur, c'est qu'il y a un problème. Donc, Jean-Luc Belingard va représenter les gens qui, tout à l'heure, ont manifesté un petit peu de... La deuxième chose, vous parlez du prix extrêmement élevé des médicaments en France. Moi, je lis partout que c'est le moins cher en Europe, ce qui explique d'ailleurs que vous soyez en rupture de stock un peu partout. On n'est pas plus en rupture de stock que d'autres. Je pense que les ruptures de stock, elles concernent tous les pays européens. Et après, je ne parle pas des prix en général, je parle des négociations les plus longues qui portent sur certains produits sur lesquels nous avons en effet des négociations un peu compliquées. Jean-Luc Belingard. Alors, animez-moi tout ça. Non, c'est très animé. Répondre à tout cela. Effectivement, on peut toujours citer des statistiques qui sont symptomatiques d'une réalité statistique. Ici, on est dans le domaine de la santé publique. Dans le domaine de la santé publique, on veut que les innovations arrivent à leur destination, c'est-à-dire au service des malades. Je peux vous dire aujourd'hui qu'il existe des produits qui sont des produits de valeur ajoutée médicale considérable, qui sont commercialisés dans le monde entier et pas en France. Je n'ai pas besoin de citer de statistiques pour cela. Hein. Donc, si vous voulez, il y a un problème de la complexité du système d'ATU qui, dans son concept, est bon. Je ne suis pas en train de le contester. C'est sa mise en œuvre qui pose problème. Après, le coût de les 175 000 versus... oui, ça s'appelle le progrès. C'est-à-dire que les fruits les plus mûrs ont été récoltés. Maintenant, on rentre dans des domaines de thérapeutique de plus en plus sophistiqués qui sont de plus en plus onéreuses. Moi, je ne suis pas choqué par ça. Je considère même ça comme une bonne nouvelle. Hein. Donc, si vous voulez, la réalité des choses est que, et je voudrais revenir au CSIS, puisque c'est ça dont on parle, c'est que le CSIS s'attache à identifier l'ensemble des réglementations qui sont sur le chemin de la mise à disposition compétitive, et je reviens sur cette notion de compétitivité, parce que ces statistiques isolées, elles sont intéressantes à évoluer dans le bon sens, mais au plan de la compétition internationale, on est complètement décalé. Et je dis, le CSIS, à cet égard, suit son chemin et d'une manière assez effective, et je veux saluer le fait qu'a été créée en France, et c'est unique au monde, une unité de dialogue pour la prise en charge de l'optimisation de la réglementation qui nous entoure. Il y a encore du travail, on travaille depuis 1 an, ce n'est pas un drame. Alors les responsables désignés, vous avez dit l'HS et le CEPS. Hein. L'HS se défend d'être un mauvais élève, chie de sa présidente. Hein. Nos avis sont plutôt souvent favorables. Les délais d'évaluation en vue de remboursement se situent de façon très respectable. C'est la négociation des prix qui est particulièrement longue. Bon. Fin de citation, c'est clair, c'est pas forcément collectif, je l'avoue. Non, mais c'est pas faux. Enfin, encore une fois, moi je pense que la HAS, elle fait son travail, elle le fait bien. Les délais, on les a vus, ils sont maîtrisés. Et après, les délais sur la négociation, ils sont ceux que je vous ai indiqués. Et encore une fois, en assumant qu'au-delà des moyennes, il y a évidemment des dossiers de négociation qui sont particulièrement longs. Mais quand on a, pardonnez-moi, mais des demandes de prix sur lesquelles on a une évaluation par l'HS en ASMR 5, aucune amélioration du service médical rendu, et qu'on nous demande des prix aussi bien faciaux que nets en augmentation forte par rapport aux comparateurs, c'est une négociation qui est forcément très longue. C'est forcément très long. Voilà. Juste un petit mot. Juste un petit mot. Je suis content que M. Revel ait cité la SMR 5, parce que je reviens à mon point sur l'évaluation. On a un système qui est dans une logique d'évaluation un petit peu scolaire, si vous voulez. Le monde change. L'évolution des outils thérapeutiques sont dans un état de bouleversement complet. Nous n'entendons pas parler d'une réforme de l'évaluation qui doit être adaptée à la médecine du futur. C'était la troisième promesse du CSIS en juillet. Absolument, oui, monsieur. Alors, on en est où? Par exemple, on sait fort bien qu'en France, on a un problème terrible d'experts. Vous en parlez? Oui, vous avez résumé le propos. Mais oui, je suis d'accord. Il y a un déficit d'expertise qui est pathétique et qui bloque le système. Nicolas Revel, je sais que ça vous fait bondir quand je vous dis que les experts dont on dispose ne semblent pas du niveau des experts qu'on peut rencontrer dans la vraie vie de... Non, et puis surtout Honnêtement, je ne sais pas ce qui vous permet de... Jean-François, ce qui vous permet de dire ça. Ce qui me permet de dire ça, oui, je pourrais vous donner des exemples très précis. On a à trouver le bon point d'équilibre entre le fait que pour qu'il y ait une expertise, il faut des experts qui connaissent le sujet,
Et pour que l'expertise soit indépendante, il faut évidemment avoir des experts qui ne Et soient on pas sait dans fort un bien que conflit tous les d'intérêts. experts qui sont d'extrême qualité ont des conflits d'intérêts avec toute systématique. Ils ne peuvent pas d'ailleurs faire leur travail sans Non, l'avoir. mais le problème des experts est beaucoup plus simple que ça. Il n'y en a pas assez et ils n'ont pas évolué dans leur adaptation au monde qui bouge. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, le système est complètement embolisé par cette ressource d'expertise qui est nécessaire, puisqu'elle complémente la vie de la NSM et qui ne fonctionne pas, faut le dire. Est-ce que le système allemand qui consiste à dire que dès l'obtention de l'AMM, le médicament sort avec un prix qui est la moyenne des prix européens et des médicaments comparables, le labo s'engageant à rembourser la différence si le prix est différent, ça ne pourrait pas s'appliquer en France? On a un peu la même chose. On a sur les produits qui sont aujourd'hui réputés les plus innovants, c'est-à-dire ASMR 3, 2 et 1, ce qu'on appelle une garantie de prix européen. Voilà. Mais cette garantie de prix européen, c'est toujours pareil, elle joue sur le prix public. Or, vous savez que ce qui pimente les négociations entre les industriels et les États-nations, c'est que les industriels nous demandent de plus en plus de construire la négociation sur la partie nette, c'est-à-dire sur les remises qui sont elles-mêmes non publiques et donc non connues. Mais ce système allemand, ça permet une chose qui est de débuter tout de suite des études de vraie vie que tout le monde réclame, qu'on est obligé de faire après. Oui, d'accord, mais après, on a aussi un dispositif qui est celui des ATU, qui, contrairement à ce que j'entends, ne fonctionne pas si mal. Vous savez, d'ailleurs, je regardais le nombre de demandes et le nombre d'ATU délivrés. En 2018, on n'aura jamais eu autant d'ATU délivrés. Oui, mais quand on augmente de 50% sur une base qui est à 1, c'est pas difficile. Donc, si vous voulez, on ne peut pas dire que le système d'ATU ne mérite pas un peu d'attention pour son optimisation. Ça, je ne peux pas accepter cet argument. Alors, il va falloir que... le temps passe, hein, c'est terrible. J'ai lu une petite phrase dans le rapport final du CSIS qui préparait déjà le terrain de l'excuse. Toutes ces promesses sous réserve du retour à une croissance raisonnée. Ils sont forts les politiques de sortir des phrases comme ça, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on peut invoquer le problème de la croissance pour invoquer le problème... Non, mais monsieur... à nouveau, on quitte le champ de la conversation. Il y a un sujet qui est très important, c'est celui de l'environnement réglementaire. C'est ce que fait le CSIS. Bien sûr que la cohérence entre la gestion des dépenses de santé et la réalité du fonctionnement du CSIS est un sujet majeur, et sur lequel il faut travailler. Moi, je dis que même si, effectivement, la loi de financement de la sécurité sociale, avec les baisses de prix annoncées et avec toutes sortes d'autres dispositions d'ordre économique, peuvent paraître orthogonales au fonctionnement du CSIS, et c'est quelque chose sur lequel on doit s'interpeller, le CSIS a une réalité qui fonctionne, qui est une interface avec l'État, une interface de dialogue et de construction avec l'État, et je ne suis pas du tout pessimiste sur la pertinence de l'existence du CSIS dans notre pays, avec des gens qui nous accompagnent avec honnêteté et sérieux. On a compris que vous êtes un président heureux du CSIS. Je m'étonne que vous n'ayez pas sorti heureux, l'argument... non, le travailleur. Non, je m'étonne que vous n'ayez pas sorti l'argument du dîner avec le président de la République il y a combien, une semaine? Non, c'était le 8 juillet. Le 8 juillet, bon. Et que vous êtes dit que vous êtes ressorti avec le même sentiment de promesses qui allaient être remplies. Non. La réunion du CSIS, oui, mais justement, la réunion du CSIS avec le président de la République a été une réunion qui a encore une fois apporté ses fruits, puisqu'aussi bien ont été fixées aux 3 ministres présents 9 priorités au service de l'amélioration de notre environnement réglementaire. Bon, écoutez, apparemment tout va très bien. Non, le travail reste à faire. Pour terminer ce chapitre, nos dirigeants sont tous d'accord pour soutenir la dynamique de la recherche et de renforcer l'attractivité de la France pour les industriels. Votre réponse, est-ce que vous sentez ça? Moi, j'ai participé à plusieurs réunions donc, du CSIS. Je vois une amélioration en fait sur le plan prise en compte donc, des demandes industrielles. Il y a encore beaucoup de prédominance et de la pharma. Et je voudrais revenir à ce que vous disiez en introduction, on s'achemine vers une médecine intégrée de précision avec du in vitro, in vivo et du numérique. Et il faut que les industries de technologie médicale et numérique soient beaucoup plus à la table. Bon, vous êtes d'accord? Bien sûr. En fin de compte, la concertation a l'air de continuer sans trop de problèmes. Non, c'est le travail qui continue. Non mais attendez, j'ai été amené à répondre à un certain nombre de points, de défendre malgré tout, parce que c'était pas le bon et les méchants, c'était les bons et le méchant. Mais donc après, encore une fois, on a absolument besoin d'être dans un travail de longue haleine pour essayer d'optimiser notre fonctionnement
voilà, Est-ce que ça va dans le bon accélérer. sens Et je pense que ce dialogue-là, le fonctionnement de ce dialogue entre les industriels réunis dans le cadre du CSIS et les pouvoirs publics, c'est évidemment extrêmement Fructueux. important. Ouais, et je dois avouer que vous ne faites pas un métier facile. Juste avant de venir, les syndicats l'ont séquestré dans une pièce. On a été obligé de le libérer. Non, je plaisante. Mais c'est dire simplement qu'effectivement, tout le monde a besoin de négocier avec vous. Et ça, Et notamment pour plonger dans la réalité des chiffres, parce que je n'ai pas voulu être désagréable, mais il faut pas. les chiffres que vous avez cités incluent les génériques. Non, justement, je vous ai donné des chiffres. Pardon, j'aurais dû vous le dire. En êtes-vous sûr? Certains, parce que je l'ai vérifié, sans les génériques. Bon, à voir. Ah non, pas à voir. Il y a 3 tableaux dans le CPS, il y a tout compris, les génériques et les non-génériques. Ces chiffres-là, ce sont les génériques. Cham J'en suis 2020, je vous promets une autre table ronde. On vérifiera tout ça. Alors, bon, vous demandez ce que fait Jean-Noël Albertini ici. Il n'a pas senti à se dire... Alors, effectivement, quand j'ai vu le sujet, je me suis dit, c'est peut-être un peu pas dans le sujet vraiment, sauf que vous avez les mains dans le cambouis. Ouais, c'est ça. Pas quand vous faites votre chirurgie. Hein. Parce que vous êtes... je vais vous donner 3 noms. Professeur Carpentier, professeur Cribier, professeur Ménaché. Je suis sûr que tout le monde les connaît. Ils sont dans le même domaine de vous. C'est 3 chirurgiens, 3 inventeurs. Vous allez bientôt vous rejoindre le trio, donc, si j'ai bien compris. Ah, vous êtes très, très gentil, monsieur Lemoine. Non, parce que attendez. On est là aussi pour faire briller un peu la... Ce sont des noms prestigieux, moi, des gens que j'admire beaucoup. Donc j'espère, je vais dire que pour le moment, j'en suis pas encore là. Non, mais écoutez, moi je suis un vieux journaliste, je les ai rencontrés à leur début. Ils étaient comme vous, et je vous dis que vous allez arriver comme eux. Alors racontez-nous un petit peu. Je vous remercie. Vous avez mis 20 ans pour prendre conscience de votre potentiel. Oui, c'est ça. Ça a été un processus assez progressif, hein, avec au début de la recherche qui était essentiellement de la recherche clinique, hein, pendant une dizaine d'années, avec un petit peu les moyens du bord dans le service. Après, il y a eu une deuxième étape qui a été de formaliser une collaboration avec des ingénieurs. Ouais. Donc, en l'occurrence, les ingénieurs de l'école des mines de Saint-Étienne. Jusque-là, vous maîtrisez sans problème. Sans problème. Et arrive le moment où il faut monter une société. C'est ça. Alors là, c'est... Là, ouais, pas formé pour ça. Là, c'est plus compliqué. Pas du tout formé pour ça. Donc, effectivement, il y a le problème du moment où on doit le faire. Ça, c'est pas évident. Et puis après, quand on se décide pour le faire... Alors, c'est pouvoir le faire. Déjà, cette particularité que vous faites, où vous pouvez être chef de service et être dans une société, on doit ça à Claude Allègre. Bon, lors de son passage au ministère, il n'a pas uniquement dégraissé le mammouth et nié le réchauffement climatique. Il a aussi fait cette mesure-là qui vous a permis d'être aujourd'hui chef de service et chef d'entreprise. Voilà, c'est ça. C'est une disposition législative particulière qui s'appelle le concours scientifique, qui permet à un employé de la fonction publique, hein, puisque moi je suis PUPH, professeur, praticien hospitalier, donc je suis fonctionnaire, et donc ça me permet de participer à la création d'une entreprise et passer 20% de mon temps. Voilà, vous avez même une phrase qui est digne de Coluche. Vous dites chef de service 12 heures par jour, chef d'entreprise 12 heures par jour, ça remplit pile une journée. Mais bon, oui. Ça veut dire que c'est pas facile de faire ce que vous êtes en train de faire. Non, c'est pas facile. Et c'est exactement la réalité. Hein. C'est un mi-temps dans l'hôpital à 12 heures par jour et un mi-temps dans l'entreprise. Et alors, ça coince au deuxième tour de table. Et pourquoi vous n'êtes pas allé voir General Electric pour essayer d'avoir des moyens? Vous l'auriez reçu? Il a été reçu. Il travaille avec nous aujourd'hui. Alors, exactement. Alors en fait, il y a eu deux... Cendrillon. Cendrillon. En fait, il y a eu 2 phases. Il y a eu la phase où on ne se connaissait pas. Où là, vous n'existiez pas. Exactement. Oui. Et c'était cette phase où on était encore dans le labo. Et c'est vrai que quand on a créé l'entreprise, on est allé voir des industriels, un certain nombre. Et c'est vrai que GE nous a ouvert les portes. On va prévenir votre chauffeur, vous aurez un peu de retard, mais vous êtes maintenant, vous commencez à être un industriel. Et les autorités de santé vous ont fait des misères ou elles vous ont aidé? Alors, les autorités de santé, si on parle de l'hôpital, on va dire, de l'administration, ouais. Non, vous êtes une star locale, donc je suppose que l'hôpital vous aide, non? Oui, voilà, on a été assez... Je parle des autorités de santé au sens des directeurs.
Alors, on n'a pas trop eu d'interaction jusqu'à voilà. Ces gens-là vous intéressent Jusqu'à là, présent. Oui, il m'intéresse évidemment, mais moi je suis, vous savez, assez loin quand même dans Oui, le mais enfin, à un moment, processus, son hein. produit va arriver sur votre. Oui, mais quand il arrivera Vous sur le ne marché... faites pas de la recherche fondamentale. C'est quoi votre produit? Alors nous, notre produit, c'est un logiciel de simulation numérique pour les interventions Vous cardiovasculaires. allez le vendre. Ah bah oui, Bon, c'est le but, parce que sinon, on arrivera... Mais est-ce que maintenant, vous êtes toujours à des phases où vous vous posez des problèmes d'avoir eu cette idée? Des fois, vous vous dites, j'aurais mieux fait de continuer à faire de la chirurgie. Alors, il y a eu ce questionnement. Au fur et à mesure que l'entreprise se développe, on est rassuré parce qu'on voit que ce qu'on développe, ça commence à fonctionner. Mais c'est vrai que ça a été c'est une vraie problématique. Bon, écoutez, puisque ça marche entre vous deux, on va faire en sorte que l'histoire, ce soit une belle histoire qui se termine. Oui, je suis sûr que vous allez dire quelque chose. Absolument. C'est un thème qui est plus important, en fait, le sien, qui est que l'avenir, c'est des écosystèmes qui vont amener des PME, des startups, des grands hôpitaux et des grandes entreprises. Et c'est comme ça que ça va marcher, l'innovation. Vous piquez un peu de temps sur votre conclusion, parce Pas qu'on y grave. arrive, mais on va demander à chacun de conclure. On va commencer par vous. Je sais que c'est très court, vous n'avez pas vu le temps passer, donc qu'est-ce que vous avez envie de dire? Ce que je viens juste de dire, qui est que le parfait, ça futur, me c'est gagne du l'innovation. temps. Voilà, C'est regardez, parfait. je vous Parfait. aide. Jean-Noël. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, en France en particulier, on a la capacité de faire de l'innovation, de la recherche et de l'innovation dans le domaine des dispositifs médicaux et dans le domaine du numérique. Et là, je crois qu'il y a une opportunité qui est extrêmement importante. On doit s'améliorer sur notre capacité à apporter de la valeur, à extraire de la valeur de ces innovations. Voilà. Jean-Luc Bélingard, 1 minute pour conclure. Oui, il y a une situation qui est assez exceptionnelle qui se dessine, c'est celle de la révolution technologique qui arrive à la, Ce qu'on a vu à la pendant vitesse tout grand ce V. charme, ouais. Et cette révolution technologique, elle révèle l'enjeu du thème qui est le nôtre, qui est quelle gouvernance pour accompagner cette révolution technologique. Et je pense que la gouvernance qui existe à l'heure actuelle, si elle a le mérite d'exister et elle est porteuse de valeur ajoutée médicale, on est un grand pays de santé publique, elle est une gouvernance qui va devenir une gouvernance du passé. Et il va falloir travailler ensemble sur une gouvernance collaborative, co-construite. Sinon, le pays que nous sommes va perdre son rang dans le domaine de la santé publique. Or, on sait que la santé publique est un élément de valeur ajoutée économique et sociale sans pareil. Nicolas Revel, alors, vous savez toute l'estime que je vous porte. Vous n'avez pas trouvé cette discussion parfois injuste compte tenu des efforts que vous déployez avec vos équipes? Non, mais d'abord, je pense qu'on a dit des choses nuancées aujourd'hui. Je pense qu'on a aussi entendu le fait que la France restait, quoi qu'on dise, une terre d'innovation et qu'il est possible d'innover dans notre pays. Premier point. Deuxième point, vous avez raison, je pense qu'on a des progrès à faire. Toute gouvernance, tout processus mérite d'être revisité, amélioré. Cette notion de co-construction, moi, elle ne me choque pas parce que quelque part, je crois que c'est un peu dans l'ADN de ce que l'assurance maladie fait au quotidien, de travailler avec les autres acteurs. L'autre point que je voudrais faire, c'est que il n'y a pas d'un côté les acteurs qui portent l'innovation et l'administration qui essayent de la freiner. Je pense que c'est quand même un petit peu plus subtil que cela. Et cette gouvernance qu'il faut qu'on améliore, elle devra quand même trouver, et j'y insiste quand même, le point d'équilibre qui est que c'est pas parce que le mot innovation a été prononcé que ça ne doit pas passer ensuite par un processus d'évaluation. Bon. Bien sûr. Et qui permet quand même de trier, parce qu'on a besoin de trier par rapport, je dirais, à des quantités de sujets, de produits et d'objets qu'on nous dit être innovants. Et puis après, il y a malgré tout la question du prix et du juste prix. Et ça, c'est un sujet dont tous les États, auquel tous les États doivent être évidemment attentifs. Réinventons des nouveaux modèles de prix. Inventons des nouveaux modèles. Moi, j'ai une hystérie du temps. Vous allez voir, on va arriver pile. On va dire merci à vous, parce que c'était même si vous avez trouvé que c'était un peu court, mais c'est ce qu'il faut pour que ce soit un vrai débat. Puis je voudrais surtout remercier les petites fées de l'organisation de ce CHAM, Aurore, Guy, et cette formidable idée qu'ils font vivre avec brio depuis 11 ans, et l'enthousiasme de Junior, 0.